Alors, bonsoir à tous. Il est exactement 20 heures heure de Kinshasa, 21 heures à Lubumbashi et évidemment 19 heures temps universel. Bienvenue à vous tous à ce énième webinaire qui est organisé en prélude du deuxième congrès EndoFodab 2026. EndoFodab 2026, c'est un congrès qui va se tenir d'ici 2 semaines. Et dans 2 semaines, en moyenne, nous serons tous à Kinshasa pour assister au deuxième congrès de l'EndoFodab 2026, à savoir que le premier a eu lieu il y a de cela 3 ans maintenant. Alors, ce congrès va être consacré à la chirurgie minimale invasive et en prélude, nous avons organisé une série de webinaires et celui-ci, c'est le dernier, juste avant le congrès. Ce webinaire va permettre justement de mettre déjà dans le bain tous les participants à ce congrès, dans le bain en fait de ce grand rendez-vous scientifique qui va nous permettre d'explorer les avancées et les avantages de la chirurgie minimale invasive. Ce soir, nous allons encore une fois enfoncer le clou sur les avancées de la chirurgie minimale invasive, leurs applications cliniques et les avantages que cela comporte dans la pratique gynécologique moderne. Et pour nous, ce soir, nous allons nous intéresser à l'hystéroscopie. Alors, l'hystéroscopie, une technique qui permet justement d'explorer la cavité utérine. Et cette technique a connu de nombreuses avancées. Et ce soir, nous avons deux intervenants qui vont nous faire voir ou découvrir ou rappeler encore une fois ce qu'on peut faire grâce à l'hystéroscopie. Alors pour ce faire, nous allons avoir deux intervenants. Le premier, sera le docteur Isaïe Mwanda, qui est gynécologue pratiquant en RDC. Et le deuxième, c'est le docteur Jean-Claude Colani, qui lui est gynécologue, il pratique au Togo. Bon, il a plusieurs casquettes qu'on va découvrir tout à l'heure quand on va le présenter. Et nous avons également l'apport de deux experts internationaux. C'est notamment le professeur Ophélia Makoyo du Gabon, qui va intervenir comme panéliste, et également le président du Congrès, le professeur Jean-Louis Benifla de la France, qui va intervenir notamment au cours de ce webinaire. Alors, nous avons aussi la présence comme panéliste de notre maître, le professeur Emmanuel Nzao, qui aura aussi un mot à placer le moment venu. Alors, comment va se dérouler ce webinaire? Nous allons accorder la parole successivement aux deux intervenants, chacun pour une quinzaine de minutes. Et puis après, viendra la session des questions et réponses. Alors, nous rappelons à l'audience qui a dans le Zoom, vous allez voir vers le bas, il y a une section Q&A, c'est les questions et réponses. Vous pourrez poser vos questions directement dans cette section-là. Vous pourrez écrire et nous ferons l'obligation de lire vos questions et les adresser à nos différents panélistes et aux intervenants du jour. Alors, nous sommes déjà pas moins d'une cinquantaine, donc le webinaire est lancé et nous allons inviter le premier intervenant, c'est le docteur Esaïe Mwanda, qui va devoir nous entretenir sur son thème, en fait, c'est l'hystéroscopie hors bloc, réalité et avantage. C'est autour de cela qu'il va nous entretenir pendant une quinzaine de minutes. Très bien, le partage de l'écran est déjà fait. Alors, sans hésiter ou sans prendre du temps, docteur Isaïe, vous avez la parole pour 15 minutes. Merci pour la parole, cher maître. Et c'est un privilège pour nous de prendre la parole au milieu de nos maîtres pour présenter notre expérience aux cliniques universitaires de Kinshasa en ce qui concerne la pratique de l'hystéroscopie hors bloc. Et nous allons en même temps aborder les avantages et les réalités. Avant de commencer, nous rappelons la tenue de ce congrès, le deuxième congrès d'endoscopie en RDC, et il y aura un atelier d'hystéroscopie. C'est déjà pour ce mois.
L'hystéroscopie hors bloc, aussi appelée hystéroscopie au cabinet, en anglais office hysteroscopy, c'est l'exploration et la prise en charge des pathologies de la cavité utérine qui s'est fait directement en consultation, en dehors du bloc opératoire donc, et le plus souvent sans anesthésie. Comme nous pouvons le voir là à droite en bas, c'est une hystéroscopie dans un cabinet. Les indications peuvent être diagnostiques ou opératoires. Dans les indications diagnostiques, nous avons l'exploration des saignements utérins anormaux. Il y a le bilan d'infertilité et tant d'autres indications. Aussi, lorsque nous avons à l'échographie ou à l'hystérosalpingographie une image intra-utérine suspecte, et donc on peut indiquer une hystéroscopie diagnostique. Aussi pour un contrôle post-opératoire, après une intervention avec effraction de l'endomètre, par exemple, on peut retourner rechercher s'il y a des synéchies qui se sont formées. Dans les indications opératoires, nous avons des biopsies, des extractions de corps étrangers, polypectomie, cure des synéchies. Ici, il est de signaler que toutes les indications qui sont en noir sur cette diapositive sont celles que nous pratiquons déjà en hystéroscopie hors bloc et sans anesthésie. Et donc, nous avons d'autres indications opératoires comme de cure d'ismoncèle, d'endométrictomie, métroplastie. Mais ici, nous avons coloré différemment la myomectomie puisque nous avons quelques cas de tout petits myomes que nous avons énucléés en hors bloc avec des instruments à froid. Alors, comment est-ce possible? Comment on est arrivé à faire l'hystéroscopie sans anesthésie? Beaucoup d'éléments militaient en faveur, mais nous avons essentiellement retenu deux éléments que nous considérons comme des piliers vraiment de la pratique de l'anesthésie, de l'hystéroscopie sans anesthésie. Le premier, c'est la miniaturisation des instruments. On est passé des hystéroscopes qui avaient 7 à 8 mm de diamètre. Aujourd'hui, on en a qui font 5 ou 3,5 mm de diamètre, avec une forme bien adaptée permettant un passage aisé au niveau du canal cervical et donc moins douloureux. Le deuxième pilier, c'est celui du développement de la technique de vaginoscopie. Et donc, on utilise de moins en moins le spéculum, de moins en moins la pince déposie. Et donc, on navigue à travers les voies génitales et ce qui permet de diminuer la douleur, comme nous pouvons le voir sur l'image à droite avec la vaginoscopie. L'équipe a déjà publié un article en 2022 au cas. Il s'agissait de 1000 cas, plus de 1000 cas d'hystéroscopie au cabinet et la quasi-totalité pratiquée sans anesthésie et par vaginoscopie pour diverses indications. Sur cette diapositive, nous voyons deux itinéraires différents. Le premier, c'est celui d'une patiente qui attend une hystéroscopie, mais qui va se faire au bloc opératoire, ce que nous faisions avant septembre 2024, avant l'inauguration de l'unité d'hystéroscopie hors bloc aux cliniques universitaires de Kinshasa. Donc, la patiente devait absolument passer par une consultation, peu importe sa provenance, qu'elle soit interne ou si elle est transférée d'une autre structure de santé, elle devait absolument passer par une consultation, puis attendre une programmation qui devait se faire en fonction de son cycle menstruel. Et après, elle devait bénéficier d'une consultation pré-anesthésique, puis une hystéroscopie au bloc opératoire, passer par la salle de réveil, puis l'hospitalisation pouvant aller jusqu'à 24 heures. Et donc, tout cet itinéraire pouvait prendre 2 à 3 semaines à la patiente. De l'autre côté, à droite, nous avons une patiente qui vient pour une hystéroscopie hors bloc. Elle vient avec son bon d'hystéroscopie en ambulatoire, peu importe sa provenance, qu'elle soit de l'hôpital ou d'un autre hôpital. Elle est reçue par une infirmière qui va faire une anamnèse et si elle est dans la bonne période, c'est-à-dire entre le 6e et 11e jour le plus souvent, donc, elle est éligible pour une hystéroscopie, elle bénéficie immédiatement de cette exploration et le compte rendu lui est remis immédiatement après et c'est un itinéraire qui prend 1 à 2 heures à la patiente. Nous voyons comment le gain est quasi maximal. Ça, c'est une image d'un modèle de compte rendu opératoire que nous adressons au médecin traitant après l'exploration.
Alors, sur cette diapositive, nous voyons une patiente qui est amenée au bloc opératoire pour une hystéroscopie. Je pense qu'elle est diagnostique, celle-ci. Et avec tout le personnel qu'il y a, tout le matériel, des moniteurs qui sonnent à tout bout de champ, il y a de quoi être stressée et anxieuse. Alors, sur cette deuxième image, nous avons plutôt une patiente qui attend son hystéroscopie au cabinet avec beaucoup de sérénité, de confiance. Elle est même souriante, elle est même impatiente de bénéficier de son exploration. Ce qui nous amène à parler des avantages de l'hystéroscopie euh, au cabinet ou hors bloc opératoire. Pour la patiente, nous avons le confort, la sérénité, moins d'anxiété, et donc la patiente se sent en sécurité, surtout qu'elle peut se faire accompagner d'une personne de son choix, le plus souvent son conjoint. Il y a le gain de temps, nous avons évoqué cela tout à l'heure. Il n'y a pas d'hospitalisation et donc la patiente gagne suffisamment de temps et même l'hôpital, nous allons voir dans les avantages du médecin et de l'hôpital. Nous avons le coût des soins qui va sensiblement baisser parce qu'il n'y a pas d'anesthésie à payer, il n'y a pas d'anesthésiste à payer, il n'y a pas d'hospitalisation, donc pas de chambre d'hospitalisation à prendre, surtout dans un contexte où les patientes se prennent en charge elles-mêmes, dans un système où il n'y a pas d'assurance. Ça peut vraiment avoir beaucoup de bénéfices pour la patiente. Et il y a l'approche see and treat. C'est cette possibilité qu'on a à l'hystéroscopie lorsque nous posons un diagnostic et que nous jugeons que cette pathologie est abordable en un seul temps opératoire, puisque la patiente n'est pas sous anesthésie, elle n'est pas endormie. Nous discutons avec elle pendant l'examen et dès qu'on obtient son consentement, on peut procéder comme ça à une polypectomie après qu'on ait trouvé un polype endométrial au cours d'une hystéroscopie diagnostique. Et donc, c'est vraiment une approche très bénéfique pour la patiente et même pour l'équipe médicale. Nous avons aussi la possibilité pour la patiente de participer à l'exploration, donc de suivre sur le moniteur. Et donc, c'est c'est quelque chose vraiment dingue. Et l'hôpital, nous avons évoqué tout à l'heure l'efficacité avec l'approche see and treat, mais surtout le désengorgement du bloc opératoire. Il y a moins, donc tous les cas d'hystéroscopie sont ramenés en cabinet, ou la majorité des cas d'hystéroscopie sont ramenés en cabinet, ce qui diminue sensiblement ou qui libère, qui donne un peu plus d'air au programme opératoire. Nous avons l'autonomie et la flexibilité, la capacité pour l'équipe de pouvoir programmer plus facilement une hystéroscopie et même de la faire à l'arrivée de la patiente sans dépendre d'un programme opératoire. C'est un avantage. Et nous avons l'optimisation des ressources. Nous, à l'unité d'hystéroscopie hors bloc, nous avons deux infirmiers. Donc, avec moins de personnel, moins de matériel, on fait plus, ce qui est d'ailleurs plus adapté, milieu à ressources limitées. Et enfin, le médecin patient, nous l'avons évoqué tout à l'heure à travers la communication à temps réel avant, pendant et même après l'exploration. Cependant, nous sommes confrontés à certaines limites et même défis dans la pratique de l'hystéroscopie au cabinet, notamment la gestion de la douleur et de l'anxiété. Cela demande beaucoup de temps de préparation de la patiente, une psychothérapie, lui montrer comment l'examen va se dérouler, ce qu'elle va ressentir, et que c'est pas très douloureux. Et c'est vraiment un travail énorme que fait l'infirmier, l'infirmière de l'unité en amont, avant même la réalisation de l'examen. Et malgré cela, il y a quand même certaines patientes pour qui nous avons toujours besoin d'anesthésisme, mais c'est un nombre très limité. Et après, nous avons certaines pathologies, surtout celles qui nécessitent de l'énergie, et donc devraient être prises en charge sous anesthésie au bloc opératoire. Et une autre limite ou un défi dans la pratique de l'hystéroscopie au cabinet, c'est la courbe d'apprentissage, parce que nous avons évoqué tout à l'heure la technique de vaginoscopie, qui est un des piliers qui ont favorisé la pratique de l'hystéroscopie sans anesthésie. Et donc, cette technique d'apprentissage nécessite beaucoup d'entraînement. Donc, la courbe est relativement longue et donc c'est un des défis à relever lorsqu'on veut pratiquer de l'hystéroscopie au cabinet. Et nous vous présentons l'unité d'hystéroscopie hors bloc des cliniques universitaires de Kinshasa qui a été inaugurée depuis septembre 2024, installée au bloc de consultation de gynécologie obstétrique. Nous avons là des box et nous avons l'unité juste en face. Nous allons visiter quelques locaux de l'unité d'hystéroscopie hors bloc. Nous commençons là par la réception. C'est ici que la patiente se présente avec son bon d'examen, peu importe sa provenance, qu'elle vienne de CUK ou d'un autre hôpital.
et l'infirmière qui la reçoit va faire une anamnèse à préparer. Et dès qu'elle est prête, elle va passer au vestiaire. Nous avons un vestiaire pour les patientes. Et donc, c'est ici qu'elle va s'apprêter pour son examen et qui va se faire dans un des cabinets. Nous en avons deux d'hystéroscopie. Et donc, ça, c'est une vidéo d'une visite virtuelle. Je ne sais pas si ça passe convenablement de l'autre côté. Donc, nous avons le vestiaire. Là, c'est pour qu'elle attende un peu si le médecin opérateur tarde à venir. Et nous avons le deux box d'hystéroscopie, le plus utilisé là. Et juste à droite, derrière, nous avons un vestiaire pour le personnel. Et en face, de l'autre côté, nous avons la salle pour la préparation de matériel. Alors, nous allons atterrir par montrer quelques images de notre pratique de l'hystéroscopie au cabinet. Donc là, nous avons une cavité utérine d'aspect plus ou moins normal avec le désostia tubaire visible. De l'autre côté, au-dessus à droite, nous avons un polype. C'est une patiente qui avait consulté pour saignements utérins normaux. Et à l'hystéroscopie diagnostique, on a trouvé le polype qu'on a enlevé. Donc, on a fait une polypectomie au même temps opératoire après consentement de la patiente. Et juste en bas, nous avons une biopsie de l'endomètre. Et là, nous avons des synéchies utérines, des synéchies utérines qui peuvent être lâches ou denses. Et donc, il y a comme ça des cures de synéchie que nous avons réalisées au cabinet sans anesthésie. Et il y a d'autres pathologies comme des polypes et des myomes. Et donc, nous en avons parlé tout au début. Ça, c'est un des cas de myomectomie que nous avons réalisé, un tout petit myome que nous avons jugé abordable avec des instruments à froid. Et donc, la myomectomie a été réalisée au cabinet. Mais ce sont des cas rares. Le plus souvent, c'est par résection en salle d'opération. Alors, nous allons conclure en disant ceci. L'hystéroscopie constitue aujourd'hui le gold standard pour l'exploration et la prise en charge des pathologies de la cavité utérine. Et lorsqu'elle se fait en dehors du bloc opératoire, elle n'a que des avantages pour la patiente. Du fait qu'elle humanise et simplifie le parcours de soins des patientes et surtout dans notre contexte à nous, le milieu à ressources limitées, migrer vers une hystéroscopie au cabinet serait une très bonne chose et aura beaucoup d'avantages pour les patientes et pour les personnels de santé. Nous vous remercions. Merci, merci bien, docteur Isaïe. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, bienvenue encore une fois à ce NR webinaire en prélude de notre deuxième congrès d'endoscopie en RDC qui va se tenir pratiquement du 15 au 18 du mois en cours, avec deux journées de pré-congrès, le 15 et le 16, et puis le congrès lui-même du 17 au 18. Donc, vous êtes les bienvenus. Vous voyez déjà qu'il y a de la matière et beaucoup d'éléments qui peuvent porter sur nos discussions pour faire avancer cette pratique et nos pratiques cliniques. Donc, vous pouvez déjà commencer à nous envoyer vos questions dans le Q&A. Dans la section questions et réponses, vous pourrez déjà poser vos questions. Nous allons les enregistrer et les soumettre à l'intention de nos communicateurs du jour. Alors, je vois déjà que notre deuxième intervenant, le docteur Jean-Claude Colani, est en ligne. Il va se faire le devoir de nous entretenir autour de ce que l'hystéroscopie peut permettre de faire en soins d'infertilité. Vous savez tous que parmi les causes d'infertilité, il y a également des causes qui sont purement utérines. Et l'hystéroscopie, Esaïe venait de le dire, que c'est le gold standard de l'exploration de la cavité utérine. Donc, l'hystéroscopie peut apporter beaucoup dans les soins d'infertilité. Nous n'allons pas faire l'exposé à la place de Jean-Claude Colani, à qui nous disons bonsoir et bienvenue, et à qui nous cédons directement la parole également pour 15 minutes.
Et après ces 15 minutes, nous accorderons la parole successivement aux panélistes. Le professeur Jean-Louis Benifla, qui est le président du Congrès. Le professeur Ophélia dira aussi un mot. Et enfin, le maître professeur Emmanuel Nzar pourra apporter du sien à cette belle messe scientifique. Alors, docteur Kolani, bienvenue à vous. Je vous cède la parole. Votre écran est déjà partagé. Nous sommes tout oui pour vous écouter. Merci, monsieur le modérateur, messieurs les panélistes, chers maîtres, chers collègues, chers amis, bonsoir. Je voudrais remercier le professeur Zaou de m'avoir fait l'honneur de me coopter comme avocat de l'hysteroscopie pour ce qu'elle peut apporter aux soins de l'infertilité. Et je crois que après avoir écouté le docteur Mwanda, je n'ai plus grand-chose à dire, hein, parce que il s'était bien fait. Mais je crois que si je me mettais là, toi aussi, le juge, tu vas dire, ah non, il faut aller dans les détails. Donc, je vais tout à l'heure donc vous dérouler ma plaidoirie en faveur de ma cliente d'aujourd'hui qui est donc l'hystéroscopie par rapport à la fertilité. Et pour cela, je voudrais quand même que on retrace les faits. Les faits, c'est quoi? C'est que de tout temps, l'histoire raconte que l'homme, je veux dire le gynécologue, a toujours voulu savoir ce qui se passe dans la cavité utérine. Et il en est arrivé. Le docteur Mwanda l'a dit, c'est l'hystéroscopie. Et ma cliente de ce soir que je vais défendre par rapport à la fertilité, qui a permis cela? Et il a également dit, c'est grâce à le progrès, tout le progrès que cela a eu pour passant par la miniaturisation, passant donc par la vaginoscopie, et finalement, ce qui fait que l'hystéroscopie aujourd'hui est sortie du bloc et on le fait, ils le font au cabinet. Mais cela a permis aussi d'intégrer l'hystéroscopie dans la prise en charge des couples infertiles en ambulatoire. Ça, c'est un fait et personne ne le conteste. Le deuxième fait, c'est quoi? C'est que quand on parle de fertilité aujourd'hui, d'infertilité, c'est une épidémie. Et pour cela, il faut savoir qu'il y a des causes utérines. Et quand on dit les causes utérines, elles sont nombreuses. Et les causes utérines, dans les causes utérines, il y a des causes liées à la cavité. Et là également, on cite des chiffres allant jusqu'à 45%. C'est pour dire quoi? On sait que la cavité est indispensable, sinon la qualité de la cavité est importante au développement de l'embryon. Et on sait aussi que c'est l'hystéroscopie qui est aujourd'hui, le docteur Mondan a dit, l'examen type de bonne visualisation de la cavité et parfois du traitement, ce qui peut donc faire améliorer la fertilité des femmes. C'est en ce sens que l'hystéroscopie est devenue aujourd'hui un levier majeur aussi hein, dans la prise en charge des femmes et dans le parcours de l'infertilité. Voilà un peu le décor dans lequel nous sommes et pourquoi nous sommes là. Et donc, je crois que je pourrais m'arrêter là en disant, donc voilà, vous avez la réponse à la question. Mais monsieur le juge, le modérateur, vous allez me dire, je veux des détails. Alors, pour les détails, après ce contexte-là, après avoir fixé ce contexte, je voudrais qu'on suive le raisonnement de la façon suivante. Premièrement, on va identifier les lésions qui pourraient donc être détectables à l'hystéroscopie et qui peuvent être responsables d'une certaine infertilité. Comprendre en quoi l'hystéroscopie peut apporter quelque chose. Ensuite, on va discuter un peu les indications, voir les limites et les controverses à ces sujets. Et après, nous allons conclure. Mais avant, je voudrais également faire un petit rappel pour dire qu'une cavité n'est normale, ne permet l'évolution d'une grossesse que lorsque elle a un endomètre qui est réceptif. Quand on parle de réceptivité de l'endomètre, les fivistes bougent parce qu'ils savent que c'est indispensable d'avoir un endomètre qui est, qu'on dit synchrone. On parle de fenêtre implantatoire, on parle de soutien de la phase lutéale, tout ce que vous voulez. Mais c'est pour dire qu'il faut un endomètre qui le permette. Deuxièmement, il faut une cavité qui soit normale. Normale sans déformation structurelle, normale sans lésion, normale sans inflammation. Et malheureusement, on peut être en situation de lésion, comme vous le voyez là, qui peut perturber donc ces états et qui sont donc des éléments qui vont déterminer une infertilité, pardon. Ce sont les polypes, ce sont les synéchies, ce sont les malformations utérines,
l'endométrite, les fibromes sous-muqueuses, j'aurais même dû commencer par là parce que c'est notre pain quotidien. J'ai rappelé aussi qu'on peut parler ici des anomalies du trajet, c'est-à-dire du canal cervico-isthmique. Vous le savez très bien, la glaire vient de là, mais aussi pour les FIVIS, en parlant de transfert, le canal cervico-isthmique, c'est le premier cap à traverser. Et puis, je me suis permis de rappeler que l'ismocèle aussi aujourd'hui, quand même, est peut-être un frein donc, au développement d'une grossesse. Attention, les amis, ce n'est pas parce qu'on a une hysteroscope avec une caméra 4K qu'il faut brûler les étapes. C'est-à-dire que il faut intégrer l'hystoscopie quand même dans un bilan normal de femmes qu'on veut explorer. Cela passe par forcément l'échographie. Il ne faut pas s'en démettre. Il faut utiliser l'échographie, même si elle ne donne pas toujours une bonne résolution. On peut bonifier cette échographie avec une hystérosonographie. C'est normal et toujours, bien souvent, l'histérographie va faire partie de ce bilan, mais vous savez qu'elle renseigne beaucoup plus sur les trompes et que on replace l'hystéroscopie à sa place, c'est-à-dire que c'est le gold standard et il ne faut pas quand même oublier que l'hystéroscopie a ses propres risques et quand même nécessite une installation. Alors, maintenant qu'on a parlé de comment il faut procéder et on a dit qu'il y avait des lésions, on va les passer tour à tour. Première lésion, comme on l'a cité, ce sont les polypes. Et ces polypes-là, vous savez, c'est très fréquent, hein. Les polypes, surtout à un certain âge, et en quoi elles déterminent la fécondité? Vous voyez les images, hein, elles parlent de soi. On encombre la cavité avec les polypes comme ça. Elles altèrent donc le mécanisme de l'implantation embryonnaire, modifient la vascularisation. Donc, il est difficile qu'une grossesse s'installe dans des conditions comme ça. Et l'apport de l'hystoscopie, c'est vraiment le terrain de chasse, hein, c'est le diagnostic précis, le traitement immédiat. Et les données le montrent très bien. L'hystoscopie permet donc d'améliorer la fertilité dans ce cas. Deuxième anomalie, ce sont les fibromes, mais souvent submuqueux. Ça peut être du 0, du 1, du 2, selon la classification de Lescheret. Vous savez très bien que ce n'est pas toujours facile à l'échographie de savoir si c'est un type 1, un type 2, vraiment. Donc, l'hystoscopie vient donc faire la part des choses. Et puis, les fibromes interviennent, déterminent la fécondité. Pourquoi? La fertilité, pourquoi? Parce que ça diminue la surface d'implantation, entraîne des troubles de drainage des menstrues. L'hypervascularisation que ça crée, le fait donc d'entraîner une congestion de la muqueuse, ceci aboutit à des altérations polymorphes de l'endomètre et le mécanisme de l'implantation se trouve donc être compromis, augmentation des fausses couches et des grossesses des fausses couches à répétition, pardon. Et puis, il y a une autre chose qui est également notée par les FIVIS, c'est les contractions utérines. Quand on a des fibromes derrière, les contractions utérines sont plus intenses et c'est un véritable séisme. Dans des cas comme ça, l'embryon ne peut pas du tout s'installer. Dernière chose qui donc va de soi, l'obstacle à la migration, parfois des fibromes vont boucher, comme vous le voyez ici, l'ostium, donc c'est tout à fait impossible. Et l'hystoscopie, qu'est-ce qu'elle fait? C'est la résection. On le fait à froid, donc lorsque les fibromes sont tout petits, mais aussi et surtout la résection hystoscopique au bloc opératoire avec une anse permet donc d'améliorer significativement les taux de grossesse. Autre anomalie, ce sont les synéchies. Et nous savons tous d'où ça vient, les synéchies dans notre contexte. Et le déterminant pour l'infertilité ici, c'est parce que ça obstrue, ça altère donc la muqueuse, entraîne des fausses couches à répétition. Les images, vous les connaissez. Le double rôle donc de l'hystoscopie, c'est de faire le diagnostic et aussi, et en même temps, parfois, de faire donc le traitement, de préciser l'étendue, de pouvoir donc faire une classification qui permet de surtout savoir si ce que je fais est possible d'améliorer quelque chose. C'est-à-dire que les synergies, comme vous tous le savez, ne sont pas faciles à gérer. Je laisse la question de la récidive, quiz de la récidive, je l'adresse aux autres panélistes.
Et je ne sais pas si vous avez des moyens pour lutter contre ces synéchies comme vous le voyez. C'est vrai, donc on peut toujours faire quelque chose en ambulatoire, mais ce n'est pas toujours facile. Autre chose qui ressemble à une synéchie, mais ce n'est pas une synéchie, ce sont les cloisons. Les cloisons utérines, ce sont des malformations qui sont donc également responsables d'infertilité. L'hystoscopie ici vient comme moyen de traitement. On peut donc envisager une métroplastie carrément en ambulatoire et ce traitement permet également d'améliorer les résultats en termes donc d'implantation et d'évolution des grossesses. Autre anomalie de la cavité qui sont accessibles à l'hystoscopie, c'est l'endométrite chronique. Et pour l'endométrite chronique, je voudrais vous dire que les autres examens ne permettent pas de le diagnostiquer, ce qui fait que souvent on n'y pense pas. Et pourtant, c'est une cause d'infécondité, de fausses couches répétitives, de fausses couches à répétition, oui, de défaut d'implantation en cas de FIV. C'est une inflammation, donc elle se conjugue en hypervascularisation, en œdème et en des micropolypes. La reconnaissance les endométrites chroniques, c'est ça. C'est une façon donc d'être, mais il y a d'autres éléments qu'on peut avoir à l'hystoscopie, cet aspect de fraise qui est donc, je vais dire, entraîne donc des échecs d'implantation répétés. Et ici, c'est le traitement antibiotique après reconnaissance de ces lésions qui permet donc d'améliorer les, les, les résultats en termes de fertilité. La métaplasie aussi, j'aime bien en parler. On dit que c'est rare, mais chez nous, avec le contexte Bon. d'antécédents de fausses couches, ce n'est pas rare. C'est l'échographie qui va donc sonner la sonnette d'alarme et c'est l'hystoscopie qui va faire le diagnostic. On voit très bien ici un bout de bois, qu'est-ce que j'ai dit? Un bout d'os donc dans la cavité qui joue carrément un rôle de stérilet, peut être facilement enlevé comme ça pour permettre donc de restaurer la fertilité. La dernière chose, dernière lésion qui aujourd'hui est de plus en plus vue, c'est l'ismocèle. On sait tous bien que parfois ça peut être le déterminant d'une infécondité et il faut faire très attention pour ceux qui savent, qui voudraient le diagnostiquer. C'est ici qu'il faut faire doucement pour pouvoir donc voir cet ismocèle qui est juste à l'entrée et on voit que les réjections des baies dans des ismocèles peuvent également améliorer donc les conditions donc, de réceptivité de l'endomètre et donc la fertilité. Autre anomalie, devinez ce que c'est, je ne sais pas si vous voyez très bien, c'est un bout de fil, donc en post-myomectomie, je ne sais pas ce que ça peut donner en termes de blocage de fertilité, mais c'est fait un clin d'œil à la nécessité de faire dans nos contextes de polymyomectomie, comme avait dit mon ami Mwanda, des isoscopies après polymyomectomie. Alors, un dernier point, dernier chapitre, c'est l'hystoscopie. En rapport avec l'infertilité, c'est l'infertilité inexpliquée et puis l'hystoscopie en rapport avec la fécondation in vitro. C'est des sujets controversés parce que pour l'hystoscopie, en termes d'infertilité inexpliquée, il y a deux courants qui disent que oui, étant donné que les éléments, non, étant donné que les examens habituels n'arrivent pas à faire donc, certains diagnostics de lésions, et que nous sommes dans une situation d'infertilité dite inexpliquée, on peut se permettre de faire de l'hystoscopie pour voir et comprendre pourquoi il y a une infertilité inexpliquée. Cependant, il faut savoir que cette hystoscopie a un coût, c'est quand même un examen invasif et que aujourd'hui les données ne sont pas assez concordantes pour dire que c'est bénéfique que l'hystoscopie est bénéfique en cas d'infertilité inexpliquée et qu'il faut plutôt seulement l'utiliser pour des personnes, des cas bien individualisés. Isotropie et FIV. On sait très bien que pour qu'une FIV marche, il faut que la cavité soit normale. Il ne faut pas qu'il y ait de lésions. Et on peut donc imaginer aussi procéder à une isotropie avant fécondation in vitro. Mais comme on l'a dit, c'est cher et ça augmente donc la facture de la fécondation in vitro qui est déjà très élevée. Les premières études ont montré que il y avait pour les patients à qui on a fait une cystoscopie avant FIV, une augmentation des taux de grossesse. Une augmentation des taux de grossesse pour les patients avec antécédents d'échec. Les études plus récentes plutôt ont précisé que oui, même s'il y a une augmentation des taux de grossesse, ce ne sont pas
des enfants qu'on amène à la maison. Donc finalement, les grandes sociétés, ça qu'on a dit plutôt qu'il ne faut pas se lancer dans des isoscopies préfives systématiques et qu'il faut plutôt identifier des populations qui ont des risques. Par exemple, celles des femmes qui ont des échecs répétés d'implantation. Dans ces cas, on peut retrouver 20 à 30% de lésions. On peut biopsier l'endomètre et dans ces cas, les traitements peuvent améliorer les résultats en termes de fécondité. Je conclue en reprenant donc les termes de mon ami Dr. Mwanda. Vous le voyez très bien, l'isoscopie reste donc la référence pour l'exploration de la cavité abdominale. C'est de la vision directe, puis traitement possible également en dehors du bloc. Et là, donc ça a double valeur donc, de diagnostic et de traitement. Et que je voudrais qu'on se rappelle que cela donc a intégré un bilan donc initial qui passe par l'échographie, qui peut s'adjoindre donc l'hystérosonographie et que l'hystéroscopie ne doit pas être plutôt systématique, mais même s'il y a des patients pour qui on peut donc le déterminer de façon immédiate, par exemple en cas d'échec d'implantation répétée, de fausse couche recrutante, de suspicion de pathologie intracavitaire démontrée, il faut garder quand même l'hystoscopie dans un raisonnement, dans un algorithme donc, de bilan bien déterminé. Et c'est comme ça seulement que je pense qu'on peut trouver une place utile, une place juste à l'hystoscopie pour la fertilité en alliant donc un bénéfice pour le coût et en permettant donc l'accessibilité des patients. Je vous remercie. Et avant de finir, je voudrais vous rappeler qu'on pourra reparler de tout ça au congrès du girafe que le professeur présidente du comité d'organisation ici présent, j'ai nommé le professeur Makoyo, va vers le devoir de vous rappeler. Ce sera donc à Libreville du 18 au 21 février. Et je vous remercie. Merci Jean-Claude. Merci Jean-Claude pour cet exposé très intéressant qui nous remet encore dans le bain du congrès que nous allons débuter dans quelques jours à Kinshasa. Donc, tu le dis bien, bienvenue à Libreville, mais avant Libreville, bienvenue à Kinshasa dans 2 semaines. Alors, je vais donner la parole, accorder la parole plutôt aux, aux panélistes s'ils ont un petit mot à placer avant que nous ne passions à la section de questions et réponses. J'en ai déjà 5. J'ai déjà 5 questions qui sont enregistrées. Alors, à tout seigneur, tout honneur, nous allons donner la parole au président du Congrès, professeur Jean-Louis. Est-ce que vous avez un commentaire à faire? Ben, je voudrais féliciter les deux intervenants. Euh, dans un premier temps, je pense que leurs deux interventions montrent à quel point la cavité utérine est fondamentale pour la reproduction humaine. Et donc, ils ont mis l'accent, finalement, sur cette cavité utérine qui reste finalement le dernier checkpoint avant quelconque technique d'assistance médicale à la procréation. Et si cette cavité est détruite, la seule possibilité, c'est la grossesse pour autrui. Et donc, c'est pour ça que finalement, les deux topos montrent à quel point il faut s'intéresser à la cavité utérine. Et en tant qu'endoscopiste, et je pense que Emmanuel Enzao ne me contredira pas, mais je pense que cette cavité utérine, c'est fondamental de la préserver. Il faut savoir que même si on opère des cavités utérines, ça peut être délétère avec des synéchies, mais les deux intervenants ont montré, l'intérêt de l'hystéroscopie dans toutes les pathologies, pour le dernier intervenant, pour le docteur Kolani, et pour le docteur Mwanda, l'intérêt de faire finalement, au lieu de faire de l'hystéroscopie opératoire, certaines pathologies pourraient descendre en hystéroscopie diagnostique pour réaliser un CM-treat, c'est-à-dire qu'on voit la pathologie et on la traite en même temps parce que c'est une petite pathologie. Et là, je pense qu'ils ont raison tous les deux.
Et c'est vrai que c'est important que de se mettre dans cette situation-là en termes de fertilité ou d'infertilité. La cavité utérine est fondamentale par la suite dans tout ce qui est assistance médicale à la procréation. Et je pense qu'Ophélia ne me contredira pas là-dessus. La discussion, c'est sur le docteur Nanda, j'avais une petite question. Là, je vois qu'il fait des, des petites interventions avec de la mécanique. Alors, nous, on a aujourd'hui, on a vécu un certain temps l'historique de l'hystéroscopie opératoire avec l'électricité monopolaire, puis après bipolaire, etc., etc. Et qu'aujourd'hui, on revient à l'énergie mécanique parce qu'on pense que c'est moins délétère pour la cavité en termes de synéchie. Et donc là, c'est vrai que nous, maintenant, on a des nouveaux instruments qui sont pas forcément adaptés au contexte africain, mais qui sont des morcellateurs, des mini-morcellateurs. Et ça serait intéressant, en fait, que l'Afrique se développe dans ça, sauf qu'il y a un problème de coût, mais ça pourrait être intéressant. Je ne sais pas ce qu'en pense le docteur Mwanda sur les morcellateurs comme le Myoshur ou d'autres, le Bigatti de chez Storz, etc. Ça, c'est une des premières questions. Et pour le docteur Colani, pardon, je pense qu'il a bien montré que l'hystéroscopie était fondamentale. Moi, je pense personnellement, je ne sais pas ce qu'il en pense, mais en matière de pathologie pelvienne et utérine, je pense que l'hystéroscopie a remplacé finalement l'examen des patientes par le toucher vaginal. Là, le toucher vaginal vous montre un utérus polyfibromateux, alors que l'hystéroscopie vous montre effectivement une pathologie intracavitaire. Honnêtement, je pense personnellement que les centres qui font de l'endoscopie doivent constituer des, des pièces d'hystéroscopie diagnostique systématiques associées à des centres d'ANP. Et ces consultations d'hystéroscopie peuvent parfois être opératoires en hors bloc. Voilà mon commentaire. Merci Les bien, deux petites merci questions. bien. Oui, oui, merci bien, professeur. On garde vos questions. Je pense que je les ai Ouais. notées. Je vais les rappeler aux intervenants. En tout cas, je les Euh, félicite. merci, merci. Professeur Ophélia, vous êtes avec nous? Oui, je suis bien là. Alors, à vous le show. Donc, merci de m'avoir associé à ce webinaire. Et je voudrais également féliciter les deux intervenants, c'est-à-dire Dr Kolani, cher président. Vous avez encore une fois de plus montré votre touche, mais également Dr Isaïe, qui nous a bien montré les avantages de pratiquer une hystéroscopie en ambulatoire. Je vais également remercier le professeur Enzaou, qui fait de tout son pouvoir pour vulgariser cette prise en charge endoscopique dans nos pays africains et qui se bat pour que nos populations noires puissent en bénéficier jusque dans les recoins les plus profonds de nos villages. Professeur Benifla, à vous, je dis merci pour l'accompagnement au quotidien et pour l'assistance. Donc, en effet, je dirais que donc l'hystéroscopie ambulatoire est intimement liée aux soins de fertilité parce que, exemple, je vais parler de notre petite expérience à Libreville, au centre hospitalier universitaire mère-enfant et dans l'unité de procréation médicale assistée, où nous avons débuté un peu de façon obligatoire et de façon un peu qui s'imposait à nous lorsque nous avons débuté les activités de procréation médicale assistée. On n'a pas eu d'autre choix que de pouvoir associer à cette prise en charge la réalisation des hystéroscopies diagnostiques. J'ai vu sur l'une des présentations que cela représentait tout un service. Ben, chez nous, c'est une seule salle qui fait office de salle d'examen, salle d'échographie, et c'est dans cette même salle également que nous réalisons ces hystéroscopies
diagnostic en ambulatoire. Donc, à ce jour, nous avons fait depuis 2022 où nous avons débuté des activités. Nous sommes à 594 hystéroscopies ambulatoires et nous n'avons eu aucun méfait, aucune plainte. Tout s'est plutôt bien passé jusqu'ici. Nous recevons les patientes qui viennent de plusieurs structures, mais principalement les patientes qui nous sollicitent dans le besoin de procréer. Ça se fait donc en ambulatoire avec un pré-traitement uniquement à base de paracétamol que nous demandons aux patients de prendre 4 heures avant l'heure du rendez-vous et avec une antibioprophylaxie à base d'azithromycine prise la veille. Le contexte, la vaginoscopie chez nous, il faut l'avouer, n'est pas encore très pratiquée. Nous la mettons en place progressivement et par contre, nous utilisons encore le spéculum mais pas la POSI. Nous utilisons pas la POSI et après ces hystéroscopies, tout à l'heure, docteur Kolani a évoqué le problème des récidives dans les synéchies. Nous utilisons, nous, pour essayer de pallier à cette difficulté, l'utilisation de gel anti-adhérentiel que nous avons pu obtenir grâce à professeur Benifla. Donc, en rapport avec l'infertilité, je dirais que malgré les recommandations de l'ESHRE de 2023, qui recommande que l'hystéroscopie n'est plus obligatoire dans les bilans de fertilité, ce n'est pas ce que nous pratiquons. Nous l'avons inclus dans notre bilan de routine systématique de ces patientes dans le cadre du bilan pré-FIV pour 2 raisons. La première raison, c'est le coût financier. Nous estimons que la tentative de fécondation in vitro est tellement lourde à payer, lourde à supporter pour les patientes, que ce serait leur faire perdre de l'argent en leur faisant prendre des risques, alors qu'on aurait pu peut-être identifier au départ une petite synéchie ou alors pathologie qu'on n'aurait pas objectivée à l'échographie. Donc, nous le faisons systématiquement et nous pouvons quand même signaler que malgré qu'à l'échographie chez certaines patientes, nous ne visualisons pas de pathologie précise, on rattrape quand même qu'à l'hystéroscopie, on peut mettre en évidence parfois des synéchies de toute petite taille et parfois ces endométrites chroniques, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, cette pratique d'hystéroscopie est systématique dans notre service qui prend en charge les femmes infertiles. Donc, voilà un peu ce que je pouvais dire en complément de tout ce qui a déjà été dit avant. Et donc, je reste ouverte si jamais il y a des questions. Merci. Ok, merci. Merci bien, Ophélia. Nous allons garder nos panélistes pour justement la section questions et réponses. En fait, les questions sont adressées aux deux intervenants, mais les panélistes peuvent toujours dire un mot, notamment notre maître, le prof Emmanuel, à qui sciemment, je n'ai pas donné la parole. Je suis sûr que je la lui donnerai à la fin pour conclure le webinaire. Alors, on va commencer avec la première question. C'est celle qui est adressée à Dr Mwanda. Elle vient de la part de Dr Émile, qui dit que vous avez parlé de la courbe d'apprentissage. Justement, cette courbe d'apprentissage nécessite combien, la réalisation de combien d'hystéroscopies pour la maîtriser, pour maîtriser cette courbe d'apprentissage. Et toujours à Dr Mwanda, vous allez noter, comme ça vous répondrez à ou trois, une série de 2 ou 3 questions, et puis après, Dr Kolani fera de même. Alors, deuxièmement, c'est une question qui vient de Léonard, c'est par rapport à la gestion de la douleur. Qu'est-ce que vous faites pour gérer cette douleur en hystéroscopie hors bloc? Et puis, quelles précautions vous prenez pour prévenir le choc vagal? Parce qu'il pense qu'il y aurait un risque d'un choc vagal. Alors, quelles précautions vous prenez? Troisième question pour
Esaïe, et puis on reviendra à une autre série de questions pour vous. La taille des polypes, au-delà de quelle taille vous ne faites pas de traitement hystéroscopique hors bloc? Quelle taille de polype et quelle taille aussi pour les myomes sous-muqueux? Alors, Isaïe, si vous pouvez rapidement répondre à ces trois questions. Alors, les autres panélistes peuvent toujours intervenir si ils voudraient ajouter quelque chose à l'intervention ou réponse que notre ami Isaïe va apporter. Merci beaucoup, professeur Cham. J'espère que vous m'entendez. Thanks. D'accord, merci beaucoup. J'allais commencer par dire, heureusement que vous avez gardé les panélistes aussi pour la séance des questions-réponses. Mhm. Et donc, nous allons essayer de répondre et nous n'hésiterons pas à nous demander de nous faire compléter par nos chers maîtres qui sont ici présents. Alors, la première préoccupation de Dr. Emile, c'est ne pas mentionner le titre. Bon, concernant la courbe d'apprentissage, évidemment, nous avons dit qu'elle est relativement longue parce que elle ne dépend pas que du nombre de cas réalisés. Elle dépend de beaucoup de choses parce qu'il y a des habiletés, il y a des compétences psychomotrices qu'il faut acquérir quand on apprend l'hystéroscopie. Et cela dépend de beaucoup de choses, même des antécédents. Bon, ça dépend vraiment de beaucoup de choses. Il y a des études, par exemple, comme ça, qui ont montré qu'au-delà de 50 cas supervisés, on peut se dire qu'on a franchi cette courbe, mais elle ne dépend pas que du nombre de cas. Donc, il faut seulement s'entraîner et après espérer qu'on atteigne un jour cette courbe d'apprentissage. Je ne sais pas si à ce niveau, pour cette question, je peux me faire compléter par mes maîtres. Jean-Claude? Oui, en abordant la question de la courbe d'apprentissage, c'est vrai qu'il faut un nombre, et il a dit, hein, c'est autour de 50. On peut commencer par acquérir l'aisance de la maîtrise de l'acte de la vaginoscopie. Mais je voudrais ajouter une astuce que nous avons, nous, développée. La patiente est endormie et donc c'est un champ d'exercice libre. Le caractère donc psychologique, la crainte de faire mal au patient donc est levé. C'est comme ça que, avec ceux que nous sommes là, les plus jeunes, ils acquièrent très rapidement donc la technique. Voilà. Merci, Jean-Claude. Alors, Isaïe, tu peux continuer avec les réponses? D'accord, merci beaucoup, professeur. Je vais prendre la deuxième question, celle de monsieur ou docteur Léonard Paulet. Quelle attitude prenez-vous concrètement par rapport à la gestion de la douleur? Et puis après, il a atterri par la prévention du choc vagal. Je vais commencer par la gestion de la douleur. Alors, la gestion de la douleur s'est fait à plusieurs étapes. Déjà dans la sélection des cas. Et puis après, il faut vraiment sélectionner. Il y a des cas que nous décidons d'emblée d'amener au bloc opératoire parce que nous pensons qu'ici, nous aurons du mal à gérer la douleur. Et la deuxième chose, c'est la préparation psychologique, ce qui s'est fait en amont par l'infirmière qui reçoit la patiente et même le médecin lui-même quand il vient avant de commencer l'examen et même pendant, il y a une préparation psychologique. Nous expliquons clairement à la patiente comment va se dérouler l'examen et nous ne lui disons pas qu'elle n'aura pas mal, mais nous lui disons le genre de douleur qu'elle va ressentir, un peu comme si elle avait des dysménorrhées, quelque chose comme ça, un peu la douleur qu'elle ressent avant ses règles. Nous expliquons clairement à la patiente, elle est préparée, elle sait ce qu'elle va, en fait, c'est à quoi elle aura à faire face. Et pendant l'examen, c'est très important aussi pour l'opérateur de maintenir la communication avec la patiente. C'est très important. C'est très, c'est très important de maîtriser la technique de vaginoscopie et donc l'astuce que le docteur Kolani a évoqué tout à l'heure de pratiquer d'abord chez des patientes sous anesthésie, le temps de maîtriser, c'est très important et nous aussi nous le faisons souvent. Et enfin, toujours dans ce que nous faisons pour prévenir la douleur, c'est quelque chose que nous faisons systématiquement chez nous, dans notre école avec le professeur Nzao. Nous évitons que la patiente voit les instruments. Et donc, les instruments sont très bien couverts pendant que la patiente s'installe. Et donc, dès qu'elle est installée, et là, nous pouvons commencer. Et pendant tout, donc avant, pendant et après,
la patiente ne doit pas pouvoir, quand elle voit le métal qui va entrer dans son corps, avant même que vous ne commenciez, elle a déjà mal. Et donc, nous faisons tout pour qu'elle ne voit pas les instruments. Et c'est parmi les choses que nous faisons. Et elle peut même se faire accompagner par son conjoint ou une autre personne de son choix. Et ça peut aider au niveau du chevet de la patiente à gérer la douleur. Alors, pour le choc vagal, je dois déjà dire que systématiquement, nous ne le prévenons pas. Et donc, nous avons les molécules nécessaires, nous avons notamment de l'atropine, des parasympathicolytiques, mais nous ne le faisons pas de façon systématique. Et donc, à l'hystéroscopie hors bloc, nous avons autour de 270 cas depuis son ouverture, donc ça fait 2 ans, à peu près la moitié des cas qu'a rapporté le professeur Ophelia. Nous avons 270 cas et tous les cas, et nous n'avons eu aucun cas de choc vagal rapporté. Donc, l'hystéroscopie s'est faite sans problème. C'est pas parce qu'on fait une hystéroscopie hors bloc qu'on va avoir forcément plus de choc vagal. Moi, dans ma pratique courante, enfin, moi, je fais pratiquement 1200 hystéroscopies diagnostiques par an et 300 à 400 hystéroscopies opératoires par an. La discussion du choc vagal, vous pouvez et je pratique souvent des hystéroscopies avec des hystéroscopes souples, soi-disant un peu moins rigides et moins douloureux. Mais en fait, on s'aperçoit que le choc vagal, un, est dépendant de la patiente, et que deux, vous pouvez très bien avoir un choc vagal important avec une hystéroscopie souple, diagnostic simple. Sans... Et donc, c'est pour ça que c'est pas forcément l'hystéroscopie opératoire qui va amener plus de choc vagal. En fait, la discussion, ça dépend un peu de la pathologie. Si vous avez des énormes hydrosalpinx et que vous faites une hystéroscopie diagnostique, les patientes ont mal et elles réagissent à la douleur et elles font un choc vagal. Et toutes qui réagissent à la douleur ne vont pas faire toutes des chocs vagaux. Donc, en fait, la discussion, elle est très, très particulière vis-à-vis du choc vagal. Je ne pense pas que telle ou telle technique d'hystéroscopie amène plus de choc vagal. C'est indépendant et c'est patient dépendant. Si vous le permettez, Très bien, professeur. Oui, Colani. je voudrais ajouter quelques éléments par rapport à la gestion de la douleur. Alors, ceux à qui on dit hystoscopie hors bloc sans anesthésie, c'est toujours le fait de la gestion de la douleur qui leur pose problème. Et comme l'a bien dit le docteur Mwanda, en plus de tout ce qui est fait, il y a mon ami qui appelle ça la verbacaïne. Et il a dit, hein, c'est la parole. Il faut parler aux patients, il faut leur maintenir dans cette langue donc, de communication. Et ça leur permet de se déconnecter et de se déconnecter. Alors, un élément pour se déconnecter, c'est un écran. Hein. Si on peut avoir un écran de retour, ça va permettre aussi de regarder, de suivre ce qui se passe. Ça va permettre aussi donc de se déconnecter. Et puis après, il faut aller lentement. Il faut aller lentement, il ne faut pas augmenter trop la pression parce qu'on ne le voit pas, on veut aller vite, on augmente la pression et finalement, c'est ça ce qui crée la douleur. Les instruments sont déjà assez minces, donc c'est beaucoup plus le fait d'aller trop vite, de buter contre les parois, d'aller trop vite, d'augmenter la pression qui détermine beaucoup plus la douleur qu'autre chose. Merci bien, Jean-Claude. Il y a une question pendante. Je pense que je vais coupler les deux. Il y a notamment sur la taille des polypes. Rien n'a été dit jusque-là. Jusqu'à quelle taille vous pouvez les gérer hors bloc. Et aussi, le professeur Jean-Louis venait d'en parler. Quel est l'avantage d'utiliser des hystéroscopes rigides ou flexibles? C'est une question de Jackson. Est-ce que, on a un avantage d'utiliser les flexibles ou les hystéroscopes rigides? Y a-t-il de risque de perforer l'utérus avec l'hystéroscope rigide? C'est une autre question toujours de Jackson. Et à l'intention de Colani, euh, quel est le pronostic de récidive après cure de synéchie? Vous avez parlé des cures de synéchie, mais quel est le pourcentage de récidive et quel pronostic vous pouvez émettre? Alors, Jean-Claude, tu as une autre question. Tu as évoqué le diagnostic d'endométrite chronique.
est-ce licite de mettre une antibiothérapie avant d'avoir des résultats de la biopsie? Juste en voyant les images, c'est dire c'est une endométrite chronique, est-ce qu'il faut mettre les antibiotiques en première intention ou il faut d'abord avoir des résultats de la biopsie? Et par rapport à ça, il y a un autre confrère qui a demandé par rapport aux antibiotiques, lequel vous privilégiez. Alors, si vous pouvez répondre d'abord à ces questions et puis on va poursuivre avec le troisième lot de questions qui vous attend. OK. Qui- Ah oui, docteur Cohen, nous avons ça. Merci encore pour l'intérêt porté à nos présentations. Alors, vous voyez que moi, j'avais déjà remis la question sur le tapis pour que les gens, et le professeur Benifla, que j'appelle au secours, répondent. J'imagine le nombre de cures de synéchie que vous avez faites et que vous avez dû refaire. Dire le pronostic ici de récidive, je ne me porte pas bien pour savoir le dire exactement. Mais on sait très bien donc que pour une cure de synéchie, quand vous allez au bloc, ne promettez jamais à un patient que vous allez le faire une fois et que tout sera bien après. Alors, le professeur Benifra va donc essayer va certainement m'aider à répondre à cette question avec précision. En ce qui Oui, concerne vous oui, voulez que ouais, je bon. réponde tout de suite? Oui, Oui, peut-être. oui, je vais répondre tout de suite sur les cinéchies. En fait, oui, vous avez raison, mais je pense que vous avez, dans votre topo, vous avez dit l'essentiel. En fait, la vraie question, c'est l'hystéroscopie diagnostique pré- et post-opératoire. En fait, une synéchie, soit vous avez une petite synéchie centrale que vous coupez, soit avec des ciseaux, soit avec de l'électrocoagulation bipolaire, et qu'on a une cavité normale après, il y a peu de risque qu'elle récidive. En revanche, les Asherman ou les synéchies très sévères, dues à des avortements, dues à plein d'autres choses, dues à ce que vous avez montré, en particulier des métaplasies ostéoïdes, etc., etc., la discussion de ces synéchies-là, c'est que souvent elles récidivent. Et effectivement, il faut des hystéroscopies diagnostiques. Et donc, moi, personnellement, dans mon expérience, souvent les synéchies, je propose une, voire deux, voire trois cures hystéroscopie opératoire pour traiter la synéchie, pour retrouver soit une néocavité pour implanter des embryons médicalement assistés, soit une cavité normale pour que, éventuellement, des embryons naturellement puissent s'implanter, si les trompes sont normales. Mais il faut, à mon avis, plusieurs cures. Mais ça passe aussi par des anti-adhérentiels et éventuellement des produits qu'on laisse dans la cavité pour éviter que ça se recolle au sein au sein de la cavité. OK. J'espère que nous Je avons. ne sais pas si j'ai bien répondu à ce que vous attendiez, mais, Donc, mais votre topo l'a déjà dit, c'est-à-dire que toute intervention même en laparotomie, myomectomie laparotomique ou hystéroscopie opératoire, nécessite une hystéroscopie post-opératoire, obligatoire pour vérifier qu'il n'y ait pas de synéchie post-opératoire. mhm, C'est une recommandation. voilà. Merci, professeur. Et j'espère que nous, avec votre aide, on a éclairé un peu notre collègue. Sinon, je vais aborder la deuxième question qui m'était adressée en ce qui concerne l'endométrite chronique. Est-ce qu'il est licite de pouvoir mettre un antibiotique juste après avoir vu les lésions? Et quel type d'antibiotique il faut mettre? Alors, oui, il faut mettre des médicaments puisque ces lésions-là plaident pour être des lésions des pathognomoniques. Donc, d'autant plus que l'examen anatomopathologique n'est pas toujours au rendez-vous. Donc, il va falloir mettre des antibiotiques pour pouvoir régler la situation. Et quel type d'antibiotiques faut-il mettre? Cela, il faut tenir compte donc de l'épidémiologie. Nos lésions sont souvent dues à des infections je me lance, hein, je crois, chlamydier et de ce genre et, et autres. Donc, il faut privilégier les macrolides, l'azithromycine par exemple, et
comment j'allais dire, des, les quinolones, voilà. Ça me suit là. Donc, les quinolones. Dans notre pratique, c'est ce que nous mettons. Si c'est lorsqu'on a de ces lésions, voilà ce que nous mettons comme antibiotiques. Parce que l'examen anatomopathologique qui va suivre après une biopsie n'est pas toujours au rendez-vous donc des renseignements. Et de toute façon, vous n'avez pas, vous n'avez pas un antibiogramme. Vous n'avez pas un antibiogramme. Donc, ça fait que c'est un traitement probabiliste. Je vais peut-être rajouter une autre pratique. Lorsque nous soupçonnons, on va dire comme ça, où on retrouve ces images lors des hystéroscopies, nous traitons d'emblée. Nous donnons de la doxycycline sur 2 semaines et qu'on ait fait une biopsie ou pas. On préfère pêcher par excès que de ne pas traiter. Voici ce que nous on fait. OK. Je ne sais pas s'il y a encore. Prof, alors, Colani, vous continuez? Oui, ok. Alors, il y a une autre question, hein, une autre question pour vous, Jean-Claude. C'est celle de savoir, bon, qu'est-ce que vous faites lorsque vous avez, comment vous abordez en fait une hystéroscopie chez une vierge? Et de deux, qu'est-ce que vous faites lorsque vous avez un polype qui obstrue l'orifice cervical, justement pour accéder à la cavité? Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Donc, chez la Vierge, quelle est votre attitude? Et puis, finalement, qu'est-ce que vous faites lorsque vous rencontrez un polype qui obstrue l'orifice cervical? C'est des questions pratico-pratiques, là. Et pour reprendre à la question de la Vierge, je vais vous raconter l'histoire d'une jeune fille que les parents ont menée en consultation parce qu'elle avait des pertes vaginales. On ne comprenait pas, elle avait 8 ans et tout ce qui a été fait ne permettait pas de régler son problème. Alors j'avais jeté un coup d'œil à l'échographie et puis, par protection, je me suis rendu compte qu'il y avait une image hyper échogène à hauteur du vagin. Et qu'est-ce que je me suis dit? Je veux regarder la lithoscopie. Et qu'est-ce que j'ai vu? Des suppositoires d'anti-inflammatoires que la grand-maman avait donc mis comme ça, direct dans dans le vagin parce qu'elle ne comprenait rien. Et je les ai enlevés. Voilà, si ça peut vous répondre, je pense que ça tout dépendra de la situation, mais je ne sais pas pourquoi chez la Vierge, on y a fait une hystoscopie en tant que telle. Mais voilà, du moment où l'hymen est franchissable, techniquement, on peut le faire avec nos instruments qui sont de plus en plus miniaturisés. Alors, les panélistes sont là pour également répondre à cette question et je vous la laisse, je vous la passe. Oui, alors, c'est le professeur Benifla. Euh, les patientes vierges, nous, on en a finalement un certain nombre qui ont quand même plus de 20 ans, 20, 30 ans chez nous. Et effectivement, on utilise la vaginoscopie. Voilà, point. Donc c'est assez simple parce que souvent l'hymen est toujours, il y a toujours un petit pertuis qui permet de laisser passer soit un hystéroscope souple, soit un hystéroscope rigide de 2 millimètres, qui est assez simple. Alors souvent avec l'hystéroscope souple, c'est pas simple du tout de permettre de retrouver le col et de trouver l'orifice cervical. En revanche, avec l'hystéroscope rigide, c'est assez rapide de trouver le col et l'orifice cervical avec une distension vaginale et beaucoup de liquide pour une douche vaginale. Il n'y a pas de problème pour ça et on arrive à faire l'hystéroscopie sans aucun problème. Elles ont mal au moment du passage de l'isthme et c'est tout. Honnêtement, c'est assez simple avec un hystéroscope rigide de 2 millimètres. Voilà. Voilà notre expérience à moi, en tout cas, sur les vierges, mais c'est pas très fréquent, mais ça arrive. Ah, en revanche, les patientes vierges inférieures à 15 ans,
effectivement, il n'y a pas de raison de faire une hystéroscopie chez ces patientes-là, sauf malformation, etc., etc. Mais honnêtement, je pense que votre histoire est une histoire de chasse avec le suppositoire. Alors, Alors, Jean-Claude, la deuxième question sur la présence d'un polype qui obstrue l'orifice cervical. Vous faites quoi? oui, ben, on fait l'hystéroscopie déjà pour faire le diagnostic et vous allez peut-être être étonné, mais en réalité, c'est lorsque la cavité utérine est remplie de liquide que tout s'ouvre, hein. On peut imaginer que ce soit un obstacle pour pouvoir avancer, mais bien souvent, du moment où la cavité s'ouvre et s'est remplie d'eau au fond, le reflux du liquide permet donc à l'istéroscope de passer donc à côté et avec beaucoup de manières, on finit toujours par s'en sortir. Je n'ai pas vu rencontrer, moi, dans ma pratique, des cas de polypes en battant de cloche, j'imagine, au niveau du canal cervical ou de l'isthme qui m'est vraiment empêché de faire ce que je devais faire. Alors, c'est très intéressant, hein, le débat. Là, je vais demander à tous les panélistes et les intervenants de réagir à ces questions. Toutes les questions portent sur l'usage d'un gel ou alors l'usage du PRP, Platelet Rich Plasma, après la cure des synéchies. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est le premier lot de questions. Est-ce que c'est important d'utiliser ce gel et lequel? Est-ce important de recourir aux préparations de PRP, Platelet Rich Plasma, pour notamment prévenir la survenue des synéchies après cure hystéroscopique de synéchie? Ça, c'est le premier lot des questions. Le deuxième, c'est de savoir, finalement, quand vous recommandez qu'il faut faire une hystéroscopie après myomectomie, c'est en déant combien de temps qu'on doit faire ces contrôles hystéroscopiques après cure de myomectomie. Évidemment, on imagine que c'est une myomectomie faite par la paroscopie ou la parotomie, mais on ferait l'hystéroscopie après combien de temps? C'est à moi de répondre alors. Je vais peut-être commencer Oui, d'abord, professeur. président, c'est à vous. Mais, mais, Ophélia, vous voulez répondre d'abord ou pas? Je vais commencer et après vous allez Oui, prendre la oui, parole. je laisse la parole aux femmes. Merci. Alors, dans notre expérience, on a celle de l'usage de gel anti-adhérentiel que nous ne connaissions pas, enfin, nous savions, mais on ne l'avait pas de façon permanente au sein de l'hôpital. Nous l'avons obtenu grâce au professeur Amenifla. Et ça se passe plutôt bien. Après chaque intervention où on a pratiqué un geste Oui. de Entendu, contrôle, Ophélia. à peu près, et nous constatons quand même une différence entre les patientes qui en ont bénéficié. Bon, Alors, Jean-Louis, vous allez compléter? ouais. Oui, je vais compléter alors. Oui, ben, elle a un petit peu raison. Nous, on a fait notre dada sur ça, sur l'intérêt du gel anti-adhérentiel. Donc, en fait, on a beaucoup travaillé là-dessus, on a publié là-dessus. Enfin, bref. En fait, il semble que à l'époque où il n'y avait pas de gel d'acide hyaluronique ou de gel inerte, euh, en fait, on laissait de temps en temps dans les anciens qui faisaient des cures de cloison totale ou des cures de synéchie, mettaient soit des stérilets, soit des estrogènes à forte dose, soit des progestatifs, etc., etc. En fait, tous ces traitements ont montré leur inefficacité parce qu'ils utilisaient soit un problème hormonal, soit un problème mécanique, mais en relation avec le vagin,
et qui est un endroit septique et non aseptique. Et donc, en fait, aujourd'hui, les gels antiadhérentiels permettent, lorsqu'ils sont positionnés dans la cavité après une chirurgie, qu'elle soit myomectomie laparotomique ou myomectomie stéroscopique ou polypectomie ou tout ce que vous voulez, en fait, permettent de faire un effet mécanique, c'est-à-dire que ça empêche les deux faces de l'utérus de s'accoler pendant 24 heures. Et donc, ça permet également, finalement, d'éviter les synéchies. Ça ne veut pas dire que les synéchies ne se forment pas. Il y a toujours des synéchies. Mais dans la prise en charge d'une pathologie utérine, que ce soit le myome par laparotomie ou que ce soit la lésion intracavitaire, il faut mettre un gel antiadhérentiel. Et la deuxième chose la plus importante, c'est faire l'hystéroscopie diagnostique de contrôle à 6 semaines, 1 ou 2 mois après, pour lever des petites synéchies qui voudraient réapparaître, qui sont plutôt lâches à ce moment-là et qui sont pas denses. Et donc c'est pour ça que c'est les deux qui sont combinés pour, après une intervention, qui permettent de diminuer considérablement le taux de synéchie post-opératoire. Euh, alors, Jean-Louis, que dites-vous des préparations PRP? Le PRP, c'est un amalgame qu'on fait avec les gels inertes et le plasma. L'intérêt du plasma, en fait, c'est un peu comme les cellules souches, c'est-à-dire de penser qu'il peut y avoir une régénération vis-à-vis en particulier de la synéchie et être préventive d'une récidive de synéchie. En fait, le PRP, il est là uniquement pour essayer d'améliorer un endomètre qui pourrait implanter un embryon. En fait, c'est ça la vraie question du Ouais, PRP. ouais, C'est pas la récidive de la synéchie. La mm, cellule souche, why not? Mais le PRP, c'est plutôt l'endomètre. Et en mhm, fait, dans l'endomètre, si on associe finalement synéchie et infertilité, effectivement, et endomètre, transfert d'embryon, et effectivement, là, ça pourrait être intéressant. Mais il faut que ça aille ensemble. La question de la récidive de la synéchie, honnêtement, c'est surtout l'effet mécanique des gels, à mon avis. Le mhm, PRP il est là juste si derrière, il y a un transfert embryonnaire d'embryons congelés ou d'embryons. Enfin voilà. À mon avis, c'est plutôt ça le PRP. Après, dans les différentes études, il y a eu un engouement sur le PRP. Ça marche bien, mais pas certainement. En fait, la problématique de la synéchie, c'est une problématique d'ischémie endométriale, en fait, hein. C'est-à-dire que si les deux faces s'accolent, c'est parce qu'il y a une ischémie des cellules et ça s'accole entre les deux faces. Et l'ischémie des cellules, c'est ce qu'on retrouve dans ce que les gens proposent comme embolisation des fibromes utérins. Là, c'est à mon avis une vraie connerie. C'est-à-dire que ça crée des synéchies qui sont irréparables. Et mm. donc, c'est pour ça, ça crée des ischémies de l'endomètre. Le PRP est là pour régénérer l'endomètre, il n'est pas là pour régénérer, enfin pour éviter la synéchie. Donc ça régénère l'endomètre. Tout ce qui régénère l'endomètre, ça améliore. Moi, de temps en temps, je mets les patients sous Provamès pour permettre une diminution des récidives de synéchie. Mais ça permet d'avoir une évaluation du pronostic. Parce que quand vous avez un bel endomètre, les patientes vont être enceintes, elles vont implanter. Quand vous avez une atrophie endométriale, elles implantent jamais en termes de synéchie. Mm. Je suis convaincu. Oui, je sais. Merci, merci bien, Jean-Louis. En fait, bien oui, on est tous convaincus là. Alors, c'est vraiment assez intéressant. On va juste lancer un dernier débat, et puis on va céder la parole au maître Emmanuel Nzao pour conclure. Le débat, c'est que en contexte africain, ça vient de Léonard, en contexte africain où on a du mal à trouver l'acide hyaluronique pour faire barrière, est-ce qu'il y a-t-il encore une place dans le contexte africain à l'utilisation d'un dispositif intra-utérin?
Je me lance. Oui, Jean-Louis, Jean-Claude. Je me lance. Mais je, Moi, personnellement, je pense que les dispositifs intra-utérins, faut les bannir parce que ils sont source d'infection, en fait, de la cavité. En revanche, moi, j'ai essayé déjà de discuter avec le laboratoire avec lequel je travaille pour essayer d'inonder un peu l'Afrique. On est en train de réfléchir à ça parce qu'en fait, honnêtement, la pathologie de la fertilité en Afrique, il n'y a pas 36 pathologies. Il y a le fibrome, la parotomie ou hystéroscopie, il y a la synéchie à cause des avortements ou à cause de l'infection, et il y a les hydrosalpinx. En gros, c'est les trois grosses pathologies de la fertilité. Et dans ces trois grosses pathologies, honnêtement, c'est intéressant d'essayer d'avoir un gel anti-adhérentiel pour lequel on sait que ça marche. Et donc la discussion là-dessus, c'est que j'ai essayé de travailler un peu. C'est en cours de discussion. Peut-être qu'il y aura un distributeur un jour qui permettra, à prix moins coûtant que le nôtre, de déverser un peu de Yellow Barrière ou de gel. Alors, je sais qu'il y a une concurrence chinoise qui intervient souvent. La concurrence chinoise est moins chère et c'est le même produit, c'est de l'acide hyaluronique. Il n'y a pas de raison de ne pas. L'intérêt de ce gel, il est juste dans l'effet mécanique. Il n'est pas dans son effet de, pharmaceutique. Il est dans l'effet mécanique qui permet de maintenir ouvert pendant 24-48 heures la cavité pour éviter qu'elle se colle entre elles. Donc ça peut être une des opportunités des gels chinois qui seraient moins chers sur le marché africain. Mais bon, j'essaye d'y travailler pour essayer de- que vous ayez sur l'ensemble des pays un peu de ce gel pour lesquels maintenant tout le monde est convaincu qu'il faut en mettre. oui, professeur. Merci bien. Merci bien, Jean-Louis. Alors, Jean-Claude, qu'est-ce qu'on dit? Oui, mais le professeur me fait froid au dos en me disant donc que les dispositifs intra-utérins, c'est de l'infection et que je pense à toutes nos femmes à qui on a mis des stérilés pour des motifs de contraception. Mais j'ai envie de dire que quand on n'a rien, il est difficile de ne rien faire non plus. Et dire à mon collègue que de ne pas mettre son stérilet, moi je ne sais pas, parce que j'ai été confronté parfois à des récidives de synéchie du canal cervico-ischique. Alors quand vous le levez et quand vous n'avez pas du gel et que vous laissez, la récidive est quasi garantie. Et quand on met au moins un stérilet avec le fil qui passe là-bas, elle continue pas à avoir ses menstrues, elle conserve un certain canal, ce qui lui permet donc au moins d'être tranquille d'avoir ses menstrues, quitte à ce qu'un jour, on voit si ça va marcher. Mais voilà un peu ce que moi-même je fais. Alors, que Vous avez dites-vous? raison. Oui, Vous avez raison, Monsieur Colani. Vous avez raison parce que nous, à l'époque, parce que moi, je ne sais pas si, mais je suis un peu vieux moi, mais à l'époque, on faisait ça aussi. On mettait des stérilets. On laissait des choses, soit des lames de Delbet, soit des stérilets, soit des choses comme ça, qui permettaient d'éviter que ça se recolle. Mais c'est vrai que tous les résultats ont montré que c'était pas très probant. Et effectivement, quand on a vu apparaître bon, on est dans un pays un peu développé et riche, donc on a vu apparaître les gels, on s'est dit, bah, c'est superbe. Et c'est vrai que dans votre technique à vous, bah, vous avez raison d'utiliser ça parce que vous avez pas autre chose. Donc je pense que vous avez raison d'utiliser. Mais si un jour vous avez la possibilité d'avoir des gels, remplacez ces stérilets par des gels et vous serez encore plus satisfait des cavités après par hystéroscopie. bien sûr. Et Mais aussi, voilà, chaque époque évolue avec son temps. mhm. Et il y a aussi aujourd'hui le développement de membranes hein, qu'on dépose dans la cavité utérine. Je ne vais pas dire le nom, Oui, c'est oui, un c'est pareil. Woman Leaf. Oui, je ne Mm. sais pas si Oui, vous... Women Live, c'est pareil. Ben, Oui. Women Live, c'est pas mal. Moi, je l'ai utilisé longtemps, mais ça coûte cher aussi. Enfin, c'est un produit à usage unique que vous laissez comme un stérilet. Enfin, vous déposez, ça a la forme d'un stérilet. Mais c'est une membrane qui, là, ça dure un petit peu plus longtemps que 24-48 heures que le gel. Et ça permet, effectivement, il y a des bons résultats. OK.
Women Live, c'est bien, mais ça coûte un certain prix. Donc après, il faut vérifier dans les indications. Je pense que c'est intéressant dans les cinéchi très sévères, le Women Live. Mhm. Ah, d'accord. En fait, vous vous rendez compte de l'intérêt que va susciter ce congrès et toutes ces discussions, on va les relancer encore une fois lorsque on va se retrouver à Kinshasa dans quelques jours. Donc, encore une fois, une raison pour que vous puissiez être présent à Kinshasa pour participer à ce deuxième congrès. Je vais céder la parole en guise de conclusion au professeur Emmanuel qui va dire son mot et sûrement nous fixer un rendez-vous ferme pour le 15, le 16, le 17 ainsi que le 18 juillet en cours. Oui, merci beaucoup et merci aux intervenants, Dr. Mwande, mon ami Kolani. Merci aux panélistes, Makoyo. Je suis très content qu'elle ait été là. Bon, le professeur Benifla, il est avec nous depuis très longtemps maintenant et nous espérons que vous voyez avec tous ces échanges que l'Afrique va encore profiter de vous, professeur Benifla, et de manière, je sais qu'elle profite déjà de vous, mais de manière un peu plus intensive parce que vous avez beaucoup à nous apprendre. Vous êtes passé par beaucoup de choses, vous avez une On ne expérience de sanctionne pas la l'Afrique police. et c'est vraiment une très bonne chose. Donc, merci à tous ceux qui ont été là. Juste un rappel. L'endoscopie devra se développer en Afrique. Nous n'avons pas d'autre choix que d'aller de l'avant parce que sinon l'écart va se creuser davantage. Et nous sommes ensemble pour que cette ambition-là, qui n'est pas si, ce n'est pas inatteignable, soit un peu plus vrai dans notre quotidien, dans notre pratique et pour les biens de nos patientes, de manière particulière lorsqu'on parle de l'hystéoscopie, mais pour nos... Oui, oui, en fait, bon, j'avais presque tout dit en faisant le tour. Merci encore à tous pour la participation et rendez-vous au congrès, le deuxième d'endoscopie en République démocratique du Congo, mais ça concerne toute l'Afrique. Vous avez vu le thème, c'est comment adapter toutes ces choses-là. Il y a beaucoup de choses qui se font sur le plan international, mais puisqu'il n'y a pas encore suffisamment d'adaptation, les patientes en Afrique ou les patients de manière générale peuvent payer par eux-mêmes ou par elles-mêmes. Ça peut changer la donne dans certains raisonnements. Vous avez suivi le débat sur la FIV, l'hystéoscopie, est-ce que ça doit être systématique ou pas? Est-ce qu'on doit faire tel examen de manière systématique ou pas? Ça peut être adapté et c'est nous qui devons réfléchir en fonction de notre contexte. Et ça, c'est très, très, très important. Certaines questions qui sont restées à enrichir, c'est pour le congrès du 15 au 18 juillet 2026. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore fait ça, inscrivez-vous et nous allons nous revoir à très bientôt. En tout cas, je crois que pour moi, c'est tout ce que j'allais dire. Un grand merci à toute l'équipe et à tous les participants. Merci. Alors, merci à vous. Nous avons débuté à 30, on a fini à 112. Félicitations à vous pour la participation massive à ces webinaires et à très bientôt à Kinshasa à partir du 15 juillet jusqu'au 18 pour le deuxième congrès d'endoscopie en RDC. Merci.